Bonjour à tous et merci. Merci aux organisateurs et merci aux sponsors qui soutiennent les organisateurs de pouvoir faire ce très bel événement qui est l'Agile Tour Bordeaux. Je suis Guillaume Saint-Étienne, développeur logiciel et ami des PO. Je vous aime. Ouais. Je vais vous parler de Domain Driven Design, si vous voulez bien. Alors, ça marche à la répète. Oh, faut l'allumer. Par quoi on commence? C'est jamais facile de commencer. Heu, on a tous un peu le même problème. On veut livrer un produit et il se trouve que notre produit, il a besoin de code pour fonctionner, enfin pour exister même et on est censé, comprendre, savoir ce qu'on fait en posant, je me mets dans la position donc du développeur de l'équipe de développement, en discutant avec, des gens qui connaissent le métier des clients qui vont utiliser, l'application, donc des experts métiers. Alors qu'est-ce qui se passe? Chose essentielle à savoir, vous l'aurez remarqué, ce qui part en production, alors c'est une citation, que j'ai entendue, plein de fois, «Ce qui part en production, c'est ce que les développeurs ont compris». Le métier, oui, c'est vraiment ça qu'on veut livrer, une application utilisable, nos utilisateurs, ils s'en fichent de savoir si on a utilisé telle infra, Azure, GCP, AWS, machin, si on a fait tel type de code, c'est pas leur problème. Donc ce fameux métier qu'on essaie d'appréhender, la technique, s'en fout aussi. Le métier, normalement, il est censé savoir ce qu'il veut et nous dire, qu'est-ce qui est et qui doit rester, ce qu'on appelle les invariants. Et ce fameux métier, c'est toujours compliqué. Même les gens du métier, ils savent pas forcément, super bien le métier, finalement. Donc en gros, on n'est pas dans la merde, si vous me passez l'expression. Et en plus, on a comme vecteur pour se parler la langue, parlée, qui est une bénédiction et une malédiction. Alors, en préparant cette, conf, c'était cet été, j'ai revu des vidéos d'Alain Rey, malheureusement disparu, qui dit des choses super, super sur, la langue et la communication humaine. Je vous invite à regarder, ce sera en lien dans les slides que vous aurez après la conf. Alors, dans le public, tout le monde a vu un client quand même, j'espère. Tout le monde a parlé à son client, mais qui a déjà parlé à un développeur s'il n'est pas développeur lui-même? Eh, pas tout le monde. OK. Qui a déjà vu du code? Ou lu du code? Ah, tous, OK. Et est-ce que ça vous est arrivé de vous asseoir à côté de vos développeurs et d'aller ah, beaucoup moins de monde. OK. Bon, ce DD, c'est qui là, ce truc? On en entend parler un peu partout, difficile, à définir. Alors c'est toujours, ça commence mal si je commence par les contraires, c'est que je vais un peu ramer, mais c'est sûr que c'est pas plus un framework, pas plus une technique, pas vraiment un outil, enfin pas un outil, peut-être plusieurs. J'ose même pas appeler ça une méthode. Alors je vais vous donner une définition, hyper personnelle. Heu, à force d'en faire, ça devient, juste une façon d'aborder les problèmes. Ça peut prendre un certain temps avant d'être habitué à cette façon de penser. C'est très, très expérimental, empirique. Ça bouge tout le temps, ce qui était, des choses que les experts des DD disaient, il y a 10 ans, c'est tout à fait les mêmes, il y a des choses qui restent heureusement, mais ça bouge. Chacun a sa vision, je pense. Enfin, j'ai vu des visions très, très, très variées, hétérogènes du domaine driven design. Ça se marie très bien avec une approche agile, par contre, et aussi avec du extreme programming et software craftsmanship. Bon, c'est les bonnes nouvelles. Pour moi, maintenant, je ne sais plus faire, je ne peux pas dire que j'arriverai à livrer le bon produit si j'ai pas cette approche, DDD. Mais bon, c'est moi. DDD, c'est avant tout une communauté, des communautés partout,
dans le monde et aussi à Bordeaux, chez nos amis de Kiwi. Il y a pas mal de DDistes, DDiens, je ne sais pas comment les appeler. DDiens? Ok, DDiens. C'est avant tout un livre fondateur, celui d'Eric Evans, dont vous avez probablement entendu parler, et dont le sous-titre est super intéressant. Il nous dit, on va essayer de tacler la complexité au cœur du logiciel. Alors, si vous entendez des gens qui disent sans cesse le mot tacler à longueur de journée, ce sont des DDI. C'est un signe avant-coureur. Ok, ce bouquin nous propose de travailler, de réfléchir sur 3 niveaux. Un niveau exploration du domaine, un niveau stratégique et un niveau tactique où là, on descend dans le code. Alors, on se rapproche, là, je peux parler un peu plus en détail de ce que font ces éléments exploratoires, stratégiques et tactiques. Donc, découvrir un domaine métier, c'est collaborer, c'est modéliser, c'est poser l'espace du problème. Il y a des ateliers pour ça, on va en parler après. Rentrer dans la partie stratégique, c'est essayer de diviser, de découper, de mieux identifier et de commencer à penser à la solution. Et la partie tactique, c'est vraiment créer des modèles dans du code ou pour du code qui seront ensuite partageables avec toute l'équipe qui a la compréhension du domaine. On va voir comment. Alors, est-ce que DDD est une doctrine? Quand j'ai mis ce slide, j'ai fait waouh, doctrine, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a des principes très, très, très forts et qui nous guident, et notamment transformer tout ce qui est implicite en explicite. Expliciter l'implicite. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. La première conf, j'ai fait l'inverse. Le piège. Lever les ambiguïtés, régler les problèmes de communication, le problème de la langue, c'est là-dedans qu'on va travailler et c'est du travail. Tout ça pour développer un langage commun entre les sachants métiers et les sachants du code, on va les appeler comme ça. De l'apprentissage continu, explorer des modèles différents et pourquoi pas se tromper. Et puis après, devenir plus concret et ne jamais rester sur des acquis. J'ai parlé des communautés. On retrouve des valeurs clés d'ouverture du DDD vers d'autres communautés. Allez, un peu plus dans le dur. Donc, le principe clé, en DDD, on va parler d'experts métiers, d'experts de domaine. En français, je me permets l'ambiguïté domaine, métier, métier, domaine. On va parler d'un truc qui s'appelle le langage ubiquitaire, je l'ai traduit comme ça, ubiquitous language, voilà. Et les bounded contexts, des contextes délimités. Je me suis permis de citer Vogt-Vernon en l'améliorant un peu. Voilà, modélisation partagée entre utilisateurs, experts et les gens qui réalisent. Du coup, on en vient à cet essentiel qui est partager un modèle mental dans un premier temps, et ensuite, il faut passer du mental au concret. C'est ça le plus dur. Enfin, tout est dur en fait. Et ça nous permet de faire du code qui soit aligné avec le besoin. Du coup, c'est vraiment un travail en groupe il faut vraiment faire intervenir les experts métiers, des développeurs, des analystes, tout leur rôle, des PO, évidemment, c'est leur boulot. Je fais la différence des fois, le PO est expert métier, mais ça peut être très bien que le PO ne soit pas expert métier et qu'il soit là pour questionner les gens du métier et mettre en forme leur pensée, en fait. Un PO qui n'est pas expert du domaine, c'est limite, moi je trouve ça bien. Mais c'est mon avis. Donc, je parle beaucoup de ce domaine. J'ai trouvé une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais même plus d'où je l'ai pris. Et elle est floue. Ok, c'est un ensemble de concepts pour faire des use cases, user story. Mais ça fait apparaître au moins le concept de
de espace du problème et espace de la solution. Je suis allé plonger aussi pour donner chercher des définitions. Donc, c'est quoi un métier? Assez intéressant, la racine latine du métier. Initialement un besoin, un service, mais aussi un service divin peut-être, ou plus simplement un métier à tisser, c'est pas mal. Bon, assez d'élucubration et de définition. Faire du domain driven design, c'est enchaîner une série d'activités. Donc, depuis la partie gauche jusqu'à la partie droite, mais en bouclant sans cesse, en jonglant entre les parties, depuis la compréhension du besoin métier, enfin du modèle métier, la découverte, et puis décomposer, c'est très important, organiser, voire même organiser les équipes, d'aider à tout un ensemble de réflexions pour se préparer ensuite aux livraisons et aux intégrations. Un labyrinthe, des dégâts un peu violent. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous d'introduire, tout le reste. A priori, on commence par, la vision métier, c'est mieux, et ensuite on va avoir un certain nombre d'activités, de déterminer ce fameux ubiquitous language, acquérir de la connaissance et la partager sur le domaine métier, modéliser, coder et découper tout ça dans des fameux bandits de contexte, des contextes bornés ou délimités, comme vous voulez. Et vous voyez qu'en fait, c'est une série d'allers-retours entre toutes les activités du DDD que préconise Domain Driven Design. Je vais retenir deux parties parce que je vais surtout vous parler ce matin. Bah, en fait, je vais vous parler des deux, de stratégie et de tactique. Pour parler une fois de tactique en une slide. Pourquoi il apparaît comme ça? C'est pas normal. Donc, DDD, je l'ai dit, c'est pas un framework, mais un ensemble de pièces à construire, basé sur ce langage partagé, à construire aussi. Comment? Voilà, c'est peut-être un peu. Il n'y a pas forcément un. On va voir. Une solution toute prête pour faire l'ubiquitous language, c'est quelque chose qui se travaille sur le long cours. Donc, fabriquer un modèle, une modélisation à base d'entités, d'objets valeurs. Ah oui, le slide s'est mal exporté. En fait, le billet de 5 euros, c'est pour vous expliquer ce qu'était un objet valeur. Un billet de 5 euros, c'est un objet qui a une valeur de 5 euros et pas de 10. Mais par contre, vous pouvez comparer entre eux un billet de 5 et un billet de 10, c'est-à-dire qu'il faut 2 billets de 5 pour faire un billet de 10, par exemple. Ou vous pouvez aussi essayer d'échanger un billet de 5 euros contre un équivalent dollar. Ça, ce sont des objets valeurs. Les objets valeurs sont en général rattachés à des entités, se trouvent dans les entités, ça dépend. Et les entités se regroupent entre elles dans ce qu'on appelle des agrégats. Et en général, on repère un agrégat par sa racine. Il y a un point d'entrée dans ce regroupement d'entités qui est les agrégats. Ensuite, on va aller sur des parties plus techniques. On va développer des services domaines, des services applicatifs. Dans la partie tactique, dans le DDD, on aime bien les architectures hexagonales. On aime bien la programmation fonctionnelle, on aime bien tout ce qui est effet de bord, par exemple, l'histoire de repository, stockage, le gérer à part, complètement à part même, du domaine métier. On aime bien un pattern qui s'appelle Command Query Segregation. Et on aime bien aussi faire de l'event sourcing, mais ce n'est, enfin, vous pouvez faire du domain driven design, juste finalement, enfin, ça suffit, faire un modèle domaine avec agrégat, entité, value object, et vous êtes dans le DDD sans aucun souci. L'event storming n'est vraiment pas adapté à toutes les situations. C'est pas un truc qu'il faut chercher à faire absolument, même si ça rend plein de services. Ok, stratégie.
stratégie, puisque je m'adresse normalement à beaucoup de product owners. Des palettes d'outils, bah, que vous connaissez déjà, que vous allez pouvoir que le DDD vous encourage à utiliser ou réutiliser pour, heu, approcher la modélisation et surtout la connaissance du langage, ubiquitaire. Les impact mapping, des story mapping, on en fait. Des choses un peu plus spécifiques, que Domain Driven Design a amené, que sont, les event storming et les event modeling, je vais en parler. Des éléments du product management que sont, les canevas, de product stratégie ou de business model. Donc voilà, des réutilises tout un ensemble de choses. Les cartes à la Wordley, ça vient, ça s'est pas mal adossé, à Domain Driven Design, c'est intéressant. Je n'aurai pas le temps de vous en montrer. Et ça, par contre, les Bounded Context Map, on est complètement dans le découpage, du domaine en Bounded Context, dans une espèce de cartographie de l'ensemble. OK, ce langage ubiquitaire qui est le point, central du Domain Driven Design. Il y a pas de représentation officielle, il y a pas d'outil officiel. C'est un peu un manque, à mon sens, c'est un sujet de recherche d'ailleurs. Donc moi en tant que, personne qui essaie d'inciter, les équipes à faire du DDD, dans mon expérience, j'ai utilisé des outils qui étaient déjà dans l'entreprise, comme le user journée ou l'exemple mapping pour, capturer ces mots, quand justement on a l'occasion de parler avec les gens, qui connaissent le domaine métier. Et c'est là où on a commencé à faire des lexiques de mots, à faire des 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 nuages de mots, des catégorisations, des antonymes. Des fois, c'est bien de définir un mot par son contraire, enfin, ou de dire: «Ah bah non, ce mot-là est exclu parce qu'il est trop ambigu». C'est à travers donc on a inventé un atelier wording ou un nuage de mots, en gros. Ça manque de formalisme à mon sens, qui suis développeur et qui aime bien les choses formelles. Et du coup, l'event storming et l'event modeling ont des grammaires plus précises, même s'ils permettent d'être très créatifs et tout le monde peut y participer, c'est très simple à faire. Jusqu'au, domain storytelling dont je vais vous parler un peu plus en détail, qui me semble être encore plus précis. Je vous ai parlé de ces bandits de contexte et qu'il fallait le découper, donc ça fait partie de l'activité en même temps qu'émerge ce langage, ubiquitaire et surtout qu'on le définit, toujours, mieux, qu'on le raffine. On en profite aussi pour voir que, ah ben, en fait, notre solution, enfin notre problème se découpe en, des sous-problèmes dans des espaces qui peuvent se séparer et qui ont des relations entre eux, donc des domaines génériques, des domaines cœur métier. Voilà, ça te donne à peu près ce qu'il y a sur le joli dessin. C'est pas de moi, je l'ai piqué. L'atelier event storming, rapidement et très sommairement, ça ressemble à ça, des post-it sur une immense fresque qui prend, des murs entiers. Une grammaire assez stricte, on doit, représenter les choses sous forme de commandes qui, s'appliquent sur des agrégats qui génèrent des événements du domaine, domain event. Que l'on peut traduire en modèle de lecture. On peut sketcher des UI aussi, des interfaces utilisateurs. On parle, et on revient sur les commandes et il faudrait une présentation entière et il y en a plein des très bonnes et c'est un atelier que je vous invite évidemment à faire. Tout comme son petit frère, l'event modeling, qui a une, syntaxe un peu plus ramassée, qui est à gauche, où on va juste parler de commandes, d'événements, de scénarios et d'acteurs, c'est tout. Moins de détails, peut-être pour aller, pour découvrir un domaine un peu plus rapidement. Alors il y en a qui le font d'abord des event storming, ensuite de l'event modeling et d'autres qui commencent par l'event modeling et ensuite raffiner avec l'event storming. Il n'y a pas de règle. Et le domain storytelling. Et je vais avoir besoin du scriber dans pas longtemps. À quoi ça ressemble? C'est très simple dans les principes. Vous sortez un grand poster, un board en réel, comme nous on va faire ici, ou en ligne. Vous préparez des petites icônes parce que graphiquement, c'est plus joli, c'est plus parlant. Vous allez tirer des flèches entre les icônes, c'est facile. Vous allez avoir besoin de savoir compter dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5,
cetera. Séquentiellement, c'est important et vous allez avoir besoin de mots, les mots de l'ubiquitous language. Il y a des règles, c'est pas freestyle. Qu'est-ce qu'on va dessiner? En fait, on va transformer des phrases en dessins. Donc on va partir toujours, d'un modèle un peu rigide, mais ça a son intérêt. On va parler d'un sujet qui effectue une action et l'action qui, en général, porte sur quelque chose. Sujet, verbe, complément, le langage humain, dans sa plus simple forme. Donc et derrière, ça s'appelle storytelling parce qu'on veut raconter des histoires. On veut raconter des histoires et on veut que ces histoires s'enchaînent dans le temps et c'est super important. Donc on va essayer de faire des choses, pas trop longues, plutôt simples et on va enchaîner. On va dire que, par exemple, on a un client qui, première action, va s faire, une réservation. Il semblerait que ce soit une application, pour acheter des tickets dans une salle de cinéma et on voit les interactions entre les acteurs et on voit les objets, les entités sur lesquelles ces actions, portent. Mais c'est l'idée de, d'abord je fais une première action, il s'enchaîne une deuxième, une troisième. L'ordre est super important. Du coup, comme on parle de storytelling et en plus on est dans une école de cinéma, je fais des petites refs cinématographiques. Hem, Ces scénarios doivent être, linéaires et pas de branchement dans les scénarios. Donc si vous avez à un moment un cas, «Et si?» Ou bien ben, à ce moment-là, vous divisez les scénarios. S'il y a un nouveau cas, c'est un nouveau scénario et ça, il faut être hyper strict là-dessus. Chaque scénario doit être juste un déroulement, non interrompu, sans branchement, sans dérivation. OK, on va s'y mettre. On va le faire, vous allez bosser. Donc pensée narration, pensée action. Essayez de pas trop penser données, c'est pas un atelier de modélisation de données. DDD n'est pas une méthode Meurize. Oubliez Meurize, putain, oubliez, ça existe pas, c'est pas bien. Narration et narration. J'ai dit narration? Allez, on va s'entraîner et je vais vous donner un espace du problème. On va organiser un mariage. Pourquoi pas? C'est un truc que tout le monde a connu ou pas directement, mais au moins, on a vu toujours quelqu'un se marier. Et c'est mes refs cinématographiques. Si vous voulez voir un mariage rigolo au cinéma, regardez ce film. Film à sketch, dans lequel le dernier sketch est un mariage qui se passe pas comme prévu. C'est produit par, Pedro Almodovar et c'est excellent. Donc, là, je devais basculer sur l'écran et les gens de Remo vont voir la caméra. Nous sommes le wedding planner, c'est nous. Et nous allons alors je sais pas si vous allez voir, oui. Ah, il essaye de me dessiner. C'est mal, c'est mal ce que tu fais. Ouais, 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 ouais. OK. Ouais. Merci Cyril. Qu'est-ce que ce wedding planner? En fait, il y a des invités, des mariés qui viennent le voir. Un couple de mariés et bah, imaginons la première interaction entre le wedding planner et les mariés. Futurs mariés, pardon. Pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Non, le pire et le meilleur, pardon. Hem, une idée? Alors je vais vous lancer sinon. Ben, les futurs mariés vont transmettre au wedding planner la liste des invités. C'est pas mal. C'est bien d'avoir des invités à son mariage quand même. Sinon c'est un peu triste. Ça peut se faire, ça se fait. Moi je l'ai fait sans invité. Ouais, elle est bien. OK, on va tracer une ligne, donc on va dire alors tout dépend, dans quel sens ça s'est passé. On va dire que c'est les
mariés qui ont, on va faire une flèche de marié en wedding planner avec la flèche, ouais, on va mettre 1 parce que c'est la première action qui s'est passée et on va relier, allez, on va faire un truc bizarre, on va relier cette flèche avec l'objet. Ouais, on va le faire. Oui, en pointillé. Allez, on va le faire comme ça. Là, la forme est un peu plus libre. OK, étape 2 de cette préparation de mariage. Maintenant, c'est à vous. Le jour ah! Alors c'est fou, je l'ai fait la semaine dernière, on m'a dit la même chose. Alors le jour du mariage, OK, je prends. Donc choisir le jour du mariage. Donc c'est les futurs mariés. Ou allez, on va aller le mettre, on va faire un petit calendrier avec le jour. On va dire que ce sont les futurs mariés qui décident, donc l'action ça va finir. L'action vient des mariés. Une flèche avec en numéro 2 du coup. Vas-y, vas-y, descends vers le yep. Ouais. Et effectivement, c'est transmis, alors c'est un 2' celui-là, parce que ça se passe en fait en même temps. OK. En 3, allez. Alors et là, vous pensez donner, donner, des données, mais c'est pas une action en soi, c'est rajouter des informations. J'aimerais bien aller, il faut qu'on aille au mariage quand même. Pareil, c'est une donnée. Un truc avec c'est juste ajouter une information si on prend, l'entité, mariage, ben, OK, dans le mariage, il est bien entendu qu'il y a un lieu, il y a un endroit, une liste d'invités. Ah! Les mariés payent. Bien, là, elle me plaît. Déjà? Mais c'est intéressant, hein, c'est votre modèle, métier justement. Là, c'est la bonne question. Est-ce qu'ils payent au début? Est-ce qu'ils paieront à la fin? Est-ce qu'ils payent un acompte? Voilà, là, on est parfait dans la discussion avec, les gens du métier. C'est quoi? Est-ce que c'est une application où il faut payer d'avance? Donc ils payent tout d'avance? OK, ils payent tout d'avance. Donc on est en 3 entre marié et wedding planner, ben vas-y, à boule le pognon. Ah! Ma liste d'invités là, elle est toute seule. Oui, envoyer des faire-part et c'est le boulot de qui? Du wedding planner, pas des mariés, puisqu'ils ont payé pour que quelqu'un s'en occupe à leur place. Donc il y aura un joli faire-part, et ce sera le dernier, heu, ce sera notre dernier élément. Ah! Prenez-le pour faire des domain storytelling, il est génial. Et une petite flèche entre le wedding planner, l'envoyer faire-part et là, qui va à la liste des invités. Ce sera notre 4e, 4, notre 4e opération. Voilà. On a bien démarré le domain storytelling, à peu près dans les règles de l'art. Facile. Merci beaucoup. Merci Cyril, on peut l'applaudir. C'est lui qui bosse, hein. Ouais, bah, voilà. On a fait quelque chose qui ressemble beaucoup à du, qui s'appelle aussi, c'est un atelier qui est connu sous le nom de story visual telling. Il y a des outils, vous les connaissez. J'ai découvert récemment un petit truc marrant qui s'appelle Excalibro, gratuit, qui dessine, bien, open source, oui. Oui, bah, ça devait voilà un exemple fait avec des post-it et pas d'outils numériques, ça marche aussi. Pensez toujours, comme si vous écriviez le script d'un scénario. Comme nous sommes dans une école de cinéma, ça tombe bien. OK, et qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là? On les jette pas évidemment, vu qu'on les a fait de préférence ensemble avec l'équipe, de dev, l'équipe de dev a, la matière pour bosser, des bons noms, des actions, des conséquences, parce que là, c'est sommaire ce qu'on a fait, mais il faut discuter des conséquences des actions, des invariants, des règles qui se posent là, voilà. Donc avec les bons noms et il y a des entités qui émergent de ce dessin, ben, nous on va modéliser, enfin nous l'équipe de dev va modéliser, des fameux agrégats entités, objets valeurs.
Avec les actions, bah, on a des verbes, qui vont devenir des commandes et ça, on va le retrouver dans le code. Les conséquences, les discussions de, bah, s'il se passe ça, alors ça, heu, ça ou alors, vérification, validation, bah, ça va être des règles métiers, des invariants et les séquences nous permettent de commencer à envisager même, des trucs comme, des applicatifs et des APIs orientés domaine, de préférence. Enfin, sinon, ça aura servi à rien. Et le code, ben, ça ressemble à ça, en vrai. Alors, c'est en anglais. Mettons que j'ai fait mon domaine storytelling avec des anglophones. Heu, bah, les commandes, les verbes vont se retrouver dans des commandes et on va avoir des handlers de commandes et on va avoir des event handlers, parce qu'il y a des commandes, il y a des événements qui se cachent derrière. Cet atelier, fait émerger des commandes. Le event storming fait émerger d'abord les événements. C'est une autre approche, mais les 2 évidemment se sont liés. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, vu que j'ai pas le droit de montrer, ce qui se fait dans mes précédents employeurs qui font, du DDD, de l'event storming et plein de choses très bien, mais j'ai pas le droit de vous les montrer. Donc j'ai eu du mal à trouver dans les choses, dans le code ouvert, des trucs, à peu près bien formatés. Et vous verrez jamais 2 fois, enfin tout le monde a sa façon de le faire, d'organiser. Ça, c'est un projet, assez sympa, je vais vous montrer le l'URL après. Autre exemple de code que j'aime bien, oh bon, on est toujours en anglais. Heu, on lit assez facilement, on connaît d'un coup le domaine métier. On voit vite que ça parle de, c'est en français, c'est physicien? Médecin, pardon. Mais, dans l'oncologie, on parle de physicien. Et vu que j'ai travaillé dans une boîte qui fait de l'onco, c'est des physiciens. De professionnels de santé, healthcare practitioner. On voit aussi que là, on a un domaine métier spécialisé pour un pays, la Belgique, et c'est intéressant, de voir qu'avec Domain Driven Design, on peut créer un modèle global UX et raffiner ensuite avec des spécificités, géographiques. Ça se fait très bien. Une entité, alors toujours en anglais, on est sur un autre domaine métier, la gestion d'un meeting, d'une conférence, on va dire. On voit qu'on a des groupes de conférences, on a des membres, et on voit qu'on va vérifier, des règles métiers, plus ou moins parlantes. Et si, on travaille pour une boîte française avec que des clients français, il y a aucune raison de ne pas écrire ça dans le code en français. Il y a aucune raison de ne pas écrire un français correct avec une accentuation parce qu'aujourd'hui, les accentuations, c'est accepté par tous les compilateurs qui se respectent. Et ceux qui ne se respectent pas, ben, ils ne vous respectent pas. Alors, ces grandes discussions là avec les développeurs, je vais me faire incendier, me faire allumer. «Oui, mais non, c'est pas possible, tu comprends, l'anglais, c'est universel, tout ça». Oui, mais si on veut être proche du métier si on oblige nos product owners et nos utilisateurs à comprendre ça, déjà, on remet de l'ambiguïté là où on avait essayé de la limiter. Donc allons-y, il ne faut pas avoir honte, de notre langue, même si c'est pas hyper joli. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que ça passe mieux en anglais. Bon, on vérifie que le français, ce qui est gênant, c'est quand hem, on utilise un D apostrophe, on peut pas mettre d'apostrophe nous, alors ça fait des mots pas très jolis alors, il y a des jolis langages, pas tous, un très faible nombre, qui permettent même de mettre, de l'Unicode. Alors je pense à Kotlin, je sais pas pourquoi, à condition de mettre entre quotes le nom, du membre de la propriété. Mais pourquoi pas faire du code comme ça? Enfin, donc et si, ça marche, alors je vérifierai que, seuls les organisateurs du groupe, alors je suis obligé de contracter un peu, normalement ça se fait pas, voilà. Et là, je pense que, enfin, ce code arrive à peu près à vous parler. On peut écrire du code parlant, c'est tout à fait faisable. À propos d'Unicode, dans le code, c'est un vieux débat, j'ai retrouvé cette, présentation, qui parle de mettre
le Unicode dans les tests. Bah, si on le met dans les tests, on le met dans le code. Parce que les tests, c'est du code. Moi, ça ne me choque pas. Il y a plein de gens que ça révulse, mais si ça aide à la compréhension du domaine, bah go. Alors bon, il peut y avoir une ambiguïté, on peut réintroduire l'ambiguïté. Bon. Une fois qu'on a notre code, ben on livre, etc. Et on part dans des cycles itératifs où le modèle et la réalisation du modèle à travers le code euh, permettent de revenir et de re-questionner le métier. Donc, c'est une grosse essoreuse à idées, en fait, que permet de faire cette approche-là. Et on réécrit les scénarios et on progresse. Donc, on est dans quelque chose qui boucle, voilà, entre les équipes, entre le modèle, entre la connaissance du domaine, et même pour pouvoir dire on commence un projet, et puis on peut, une fois qu'on n'avance plus ou on n'invente plus, on peut tout exploser et recommencer. Pourquoi pas. Je vous ai tout dit, mais en fait, il y a énormément de choses à savoir. Il y a des gens qui en parlent encore mieux que moi, notamment Sophia, qui a une conf que je vous invite vraiment, vraiment à voir, plein d'idées pour les PO en étant dans cette approche des DD. Elle a des idées d'ateliers que je n'avais pas fait, qui me tarde de faire avec des équipes pour aider à la découverte du langage, du modèle du, du domaine métier. Et merci. Et puisqu'on est dans une école de cinéma, vive le cinéma! Et si vous avez des questions, pas au timing, parce que je vous passerai le micro pour que les gens à distance puissent s'entendre. Et si vous n'avez pas de questions, ben, ce sera un petit café. Et vendredi, donc il y a un open space, on peut parler de plein de choses. Et je vais faire ma propre pub demain à 10h avec mon comparse, Anthony Cassaigne. On va vous parler de simplicité à la même heure. Si, question. Oui, je t'avais montré du code. Je trouve que bon, j'ai applaudi pour le côté français, même si honnêtement, je le fais pas parce que très souvent, je suis dans les contextes qui sont un peu ambigus entre le français et l'anglais. Mais même en anglais, je trouve qu'on peut lire ça. Et j'ai vu que tu citais Scott Vlachkin plusieurs fois. Est-ce que tu as déjà appliqué un petit peu sa manière de modéliser directement par le typage? Bah oui, c'est conseillé. Si on a la chance d'avoir un langage qui nous permet de faire un typage fort, il faut utiliser ce moyen-là comme un vecteur, quelque part, enfin, d'une plus grande cohérence entre le modèle mental et le code. Donc oui, alors, pas le temps d'en parler là, je crois pas que dans Simplicité, peut-être que demain dans Simplicité, on en parle un peu. Oui, le typage fort, bah, déjà, si on fait des value objects, si on suit ce précepte-là, on va aller sur un typage hyper fort. Et évidemment, le livre de Scott Blatchin, auquel tu fais référence, Domain Driven Design Made Functional, en F Sharp. F Sharp est un langage avec des typages très forts qui permet de faire, et tout comme TypeScript, faire des choses que d'autres langages, genre Java, désolé, auront un peu plus de mal à faire. Mais oui, 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 derrière, c'est bien d'avoir une équipe de développement qui applique aussi des principes de craftsmanship, de clean code, évidemment, et qui sont très... je n'ai pas parlé des primitives obsessions, évidemment, qui nous imposent de tout résoudre, entre guillemets, par un typage fort dans le code. Mais là, c'est des trucs un peu plus techniques. Mais qui aideront à comprendre, si on parle de type, bah ici, on a à peu près tout typé. Il y a des ID, par exemple, je n'ai pas utilisé entier pour ID membre. Je n'ai pas utilisé GUID. GUID, je déteste. J'ai dit, c'est l'ID d'un membre. Le fait que ce soit un GUID ou pas un GUID n'intéresse pas les experts du métier. Par leur truc, ça ne les concerne pas. Donc, on cache ces détails d'implémentation. On cache tout. Vous ne voyez pas une seule ligne qui parle de sauvegarder en base de données.
Jamais. C'est pas le métier, sauvegarder dans une base de données. Donc les types, effectivement, vous aident à être sur l'essentiel, en fait, exprimer l'essentiel. Et les abstractions. Et les abstractions, c'est pour exprimer l'essentiel aussi. Ça, on en parle demain. Est-ce que j'ai perdu les non-développeurs? Est-ce que c'est... Non, ça va. Est-ce que ça vous donnerait envie d'aller voir un peu plus de code de gens qui travaillent avec une approche des DD? Ok, cool, j'ai réussi. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.